Et salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un exercice des mines 2024. C'est un exercice d'analyse qui est vraiment pas facile. Il va vraiment falloir faire attention à tout ce qui est quantificateur, à pas affirmer des choses qui sont fausses. Et je sais même pas si moi j'ai fait assez attention parce que c'est rare, mais c'est un exercice que j'ai fait vraiment tout seul là. Et donc si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me corriger. Mais j'ai quand même cherché et je pense avoir fait assez attention. Bon, alors c'est parti. Euh, D'abord la première question, c'est on va montrer une équivalence donc, qui est assez intéressante hein, parce qu'on sait que la valeur absolue, là, par exemple la valeur absolue de x, c'est une fonction qu'on prend souvent euh, comme exemple d'une fonction qui est continue et non dérivable. Et cette fois on va trouver une condition nécessaire et suffisante pour montrer que la valeur absolue de f est dérivable. Voilà, une condition nécessaire et suffisante pour la dérivabilité de la valeur absolue de f. Donc, d'abord, on va faire le sens de droite à gauche qui me semble le plus simple. On suppose que pour tout x appartenant à i, donc là, ça pour i, je vous laisse lire l'énoncé. Hein. Donc, pour tout x appartenant à i, on a l'implication f de x égale 0 qui implique donc f' de x égale 0. Et là, on va montrer que que la valeur absolue de f est dérivable sur i. Alors d'abord, on va montrer, donc, si on prend x qui appartient à i tel que f de x est différent de 0, là on a simplement que la valeur absolue de f est dérivable en ce point, car il y a tout un intervalle, tout un petit intervalle sur lequel la valeur absolue de f sera forcément égale à f. Car il existe delta appartenant au réel, on va le prendre strictement positif, tel que pour tout y appartenant à x moins delta, x plus delta, on est f de x, f de y, qui est du même signe que f de x. On va l'écrire comme ça. Même signe que f de x. Voilà. Donc sur cet intervalle-là, on a bien f de x qui est égal à sa valeur absolue. Et donc puisque f est dérivable, alors la valeur absolue est aussi dérivable. Maintenant, plus compliqué, on va prendre x appartenant à i tel que f de x est égal à 0 cette fois-ci. Alors là, on a, d'après l'hypothèse, que f' de x est aussi nul. Et alors là, il va falloir réfléchir à comment ça va marcher. En fait, si on a f de x qui est nul, donc f' de x, non, pardon, la valeur absolue de f va aussi être nulle en ce point. Et il s'avère qu'on va pouvoir trouver tout un voisinage. Donc, il existe un voisinage de x. Donc on va dire, je vais noter un voisinage de x plus par exemple, donc c'est le voisinage à droite, tel que pour tout y appartenant à ce voisinage, on est f de y soit strictement positif par exemple ou strictement négatif, mais c'est la même chose. Et donc en fait il faut montrer que et voilà, donc il faut montrer que la limite de f de a plus x sur a tend vers 0 quand a tend vers 0. Car alors on aura montré que parce que ici c'est aussi égal à la valeur absolue de f' de x, et alors on aura bien montré que la limite, qui en fait que la valeur absolue admet une dérivée en 0. Car ici en fait il y a moins f de x qui est égal à 0. Et ça c'est vrai, car si on se place sur le voisinage qu'on vient d'introduire juste avant, alors on a bien notre fonction qui est égale à sa valeur absolue. Et donc, si on prend la limite, en fait tous ces points-là, là, tous les f de a plus x, avec x qui va tendre vers 0, ils seront tous positifs. Et donc on va pouvoir enlever les valeurs absolues, et en fait on va simplement retrouver f' de x ici, et qui sera aussi égal à f' de x comme ça,
Et donc avec le théorème du prolongement de la dérivée, ça va très bien fonctionner. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Alors on va supposer que on suppose f dérivable sur i. Et on va montrer l'implication. Donc là, bon voilà, la partie d'avant, la première implication, je vous avoue, elle est un peu brouillonne, mais là, à partir de là, ça commence à devenir plus carré au niveau de mon raisonnement. Donc on suppose que f est dérivable sur i, et on va prendre soit x0 appartenant à i, tel que f de x0 est nul. Et ce qu'on va essayer de montrer, donc là, voilà, c'est souvent ça avec les valeurs absolues, pour montrer que quelque chose est nul, pour montrer que quelque chose est nul, on va montrer que f' de x est égal à moins f' de x. Et pour ça, on va faire plusieurs cas. D'abord, on va supposer, sans part de généralité, hein, on suppose que il existe donc le voisinage plus, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il existe un voisinage plus de x0, tel que pour tout y appartenant à ce voisinage, on est f de y qui soit strictement positif. Donc on suppose que la fonction, juste après ce point qui s'annule, que la fonction est strictement positive. Maintenant on va faire deux cas. Premier cas, si il existe un voisinage de x0 à gauche, tel que pour tout y appartenant à ce voisinage, on est f de y qui soit aussi strictement positive. Alors là, notre fonction, si on a y ici, avant c'est positif, après c'est positif, et donc en fait la valeur absolue est égale à f, la valeur absolue de f est égale à f, et donc si ça s'annule, il y a... Ah oui. Alors là, c'est pourquoi on a une tangente. Pourquoi on a une tangente horizontale. Si ça s'annule... Ah oui. Donc c'est parce qu'en fait, on a que la limite... C'est-à-dire qu'en fait, avant le point y, la fonction est décroissante. Donc... ah non, en fait, c'est x0 ici, pardon. x0, c'est ça. Donc, avant x0, f décroissante. Après x0, f croissante. Donc forcément, en x0, on a f' de x. Donc f' de x0 est égal à 0. Et donc on a aussi, puisqu'on a sur ce ici là, tout ici, on a f qui est égal à f'. Alors on a, non pardon, on a f qui est égal à la valeur absolue de f. Alors on a aussi f' de x0 qui est égal à f' de x0 qui est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va supposer si il existe cette fois un voisinage de x0 à gauche tel que pour tout y appartenant à ce voisinage. On se répète un peu. On a f de y qui est strictement négatif. Alors cette fois, on va montrer que quand on va passer à la valeur absolue, en fait, quand on va passer à la valeur absolue, on va se retrouver dans le cas d'avant. C'est-à-dire qu'on peut poser f est dérivable. Ouais, cette fois, ça va être à peu près la même chose, car on va avoir une fonction de cette forme-là. Tac. Tac, et ici, comme ça. Avant c'est négatif, après c'est positif. Donc cette fois, f' va être croissante, juste avant. Donc avant
x0, on a f qui est croissante, et donc f' qui est strictement positive, sauf que f est égal à moins f, donc f' est égal à moins, enfin la valeur absolue de f' est égale à moins f'. Ça c'est strictement négatif. Enfin c'est pas strictement. Et après x0, on a f qui est encore croissante, avec la valeur absolue de f qui est égale à f. Donc on a f' qui est supérieur ou égal à 0. Et au milieu, vu qu'on a les deux, on a bien f' de x0 qui est égal à 0. Maintenant on va passer à la question B. Et cette fois, alors c'est un peu étonnant, mais j'ai vraiment pas du tout utilisé la première question. Mais je vous laisse un peu lire l'énoncé, on va essayer de le comprendre. Donc on prend f qui va de 0 à 1 dans R, qui est une fonction dérivable et qui n'est pas la fonction nulle. Et on va supposer une inégalité entre la valeur absolue de la dérivée et la fonction, et la valeur absolue de la fonction. Et on va montrer que f ne s'annule en aucun point de 0, 1. Alors là, d'abord, j'ai essayé de relier cette question à la question 1, à la question A. On peut la relier parce que si on voit très bien que la fonction f vérifie cette hypothèse. Car si on prend x tel que f de x égale 0, alors on a f' de x qui est égal à 0. Et donc on peut dire que la valeur absolue de f est aussi dérivable. Mais ça m'a pas vraiment servi. Et moi, ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai supposé. Alors, non. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ce que j'ai dit, c'est que on avait f' de x sur f de x qui était inférieur ou égal à m. Donc, si x différent de 0, si f de x différent de 0, donc f' de x sur f de x inférieur ou égal à m supérieur ou égal à moins m. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se placer sur... Je vais un peu mieux le rédiger pour expliquer pourquoi on peut prendre f de x différent de 0. On va dire soit x0 tel que f de x0 soit différent de 0. Et alors pour tout x, je vais supprimer ça. Alors pour tout x appartenant à 1 x0, et on va dire que... Non, pardon. Alors, je vais prendre un couple. Soit un couple x0, x1 appartenant à 0, 1 au carré, tel que x1 est strictement supérieur à x0. Et pour tout y appartenant à... Excusez-moi, je vais me corriger une seconde. En fait, ce qu'il faut faire, on va le faire par l'absurde. Par l'absurde. On suppose qu'il existe x0 appartenant à 0, 1 tel que f de x0 est égal à 0. Et puisque f est différent de la fonction nulle, alors on va pouvoir dire qu'il existe x1 appartenant à 0, 1 tel que pour tout y appartenant à x1, x0, ouvert, on est f de x0 soit dit f de x, f de y. F de y soit différent de 0 et f de x1
qui soit différent de 1, mais ça je vous expliquerai après pourquoi, mais on verra plus tard. Donc tel que, voilà, on a f de y qui est différent de 0, donc maintenant on peut écrire ce qu'on voulait tout à l'heure. Et on va appeler ça i, soit y appartenant à i. On a donc bien enfin f' de y sur f de y qui est inférieur ou égal à m. Donc f' de y sur f de y qui est inférieur ou égal à m, supérieur ou égal à moins m. Bon alors là, maintenant, ce à quoi j'ai pensé, c'est à intégrer cette relation. Pourquoi l'intégrer? Directement parce que l'intégrale de f' sur f, c'est égal à ln de f. Enfin, la primitive, c'est ln de f. Et puis on a entre 0 et 1. Et alors je me suis dit, pourquoi avoir choisi d'intégrer entre 0 et 1? C'est souvent parce que les segments sont compris, sont plus petits que 1. Et donc ça peut être utile pour les inégalités. Et les inégalités, ça marche très bien avec les intégrales. Voilà, c'était un peu mon intuition. Donc on a l'intégrale entre là je vais vous poser une suite. Donc on va poser un supérieur ou égal à 0 tel que pour toute n appartenant à n, un soit strictement comprise entre x0 et 1 et un tend vers x0. On peut même la faire comprise entre x1 et x0 et un tend vers x0. Donc on peut la prendre décroissante, voilà. Un décroissante, donc cette suite elle existe, hein, elle n'est pas très compliquée à construire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer entre un et x1. Donc maintenant, entre un et x1, donc un, x1, inférieur ou égal à ln de f de x1 sur f de un, inférieur ou égal à l'intégrale entre un et x1 de m. Ça va être plus grand que m, que moins m. Et ça va être plus petit que m. Donc on a moins m qui est plus petit que ln de f de x1 sur f de un, qui est plus petit que m. Donc en fait, ça c'est borné, cette suite est bornée. Pourtant, par continuité du ln et par continuité de f, on a f de un qui tend vers 0, donc ln de f de x1 sur f de un qui tend vers moins l'infini. Et on a f de x1 qui est différent de 0. F de x1 qui est différent de 0. Et ça, je vous ai expliqué parce que ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'en fait, le x1, on a dit qu'il existait. Et si x1 est tel que f de x1 soit égal à 1, on peut prendre quelque chose un peu plus petit que x1 qui est toujours compris entre x1 et x0, tel que f de x1, enfin tel que f de ce nouveau x1 soit différent de 1. Et on pourra toujours en prendre un plus petit. Il en existera un forcément plus petit, car f est continu. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo.